Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire de ce journal. Le projet de loi portant création de 10 communes urbaines et 7 communes rurales en Guinée a été adopté par les conseillers nationaux de la transition ce jeudi en présence de plusieurs cadres du gouvernement. L'opportunité de cette initiative a été présentée par la commission des lois du CNT, compte rendu à suivre. La manifestation du syndicat des professionnels de la presse de Guinée dénommée Déferlement humain a été rapidement étouffée ce jeudi par les forces de l'ordre habillées en civil. Des agents postés devant la maison de la presse ont mis aux arrêts plusieurs journalistes. Et dans la rubrique invité du journal, nous recevons M. Muntaga Keita, premier inventeur d'ordinateurs debout prospérant sur le continent africain, concepteur du drone agricole équipé de radars. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir. Le Conseil national de la transition a adopté ce jeudi la loi portant création de 10 communes urbaines et 7 communes rurales en Guinée. Quels sont les intérêts d'une telle initiative pour les populations guinéennes? Le rapport présenté par la commission des lois du CNT en dit long en Soubaï le Baldé. Intérêts et enjeux de la création des nouvelles communes. La création des nouvelles communes urbaines et rurales vise à réaliser un équilibre en superficie entre les entités territoriales issues du redécoupage, prendre en compte des limites artificielles et quelquefois naturelles qui forment les barrières réelles entre les territoires des communes formées, prendre en compte dans la majorité des cas l'histoire des installations des populations qui se sont effectuées soit spontanément, soit à la suite du recasement des personnes déguerpies pour cause d'utilité publique. Contraindre les pouvoirs politiques et administratifs à doter en infrastructure d'accueil des entités issues du redécoupage. Créer un équilibre économique entre les communes pour prévenir les disparités significatives en termes de richesse. Mieux faire profiter aux populations les potentialités économiques fiscales et non fiscales. Répondant aux questions des conseillers nationaux qui ont soulevé des préoccupations, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a expliqué les opportunités de la dite loi. Dans sa communication, Mori Kondé a promis l'érection de ces communes urbaines en préfecture à la dimension des autres qui existent. À l'issue de l'adoption de cette loi, nous allons créer des circonscriptions administratives à Conakry. Parce que jusque-là, depuis les indépendances, l'État ne dispose que d'un seul représentant au niveau de la région administrative de Conakry, c'est seulement le gouvernorat. Donc c'est le gouverneur et son cabinet qui assurent non seulement la gestion de l'État au niveau régional, au niveau communal et au niveau des quartiers. Chose qui fait que parfois les citoyens sont livrés à eux-mêmes. Pour pallier à cela, pour l'adoption de cette loi, comme la création des circonscriptions administratives relève du domaine réglementaire, nous allons soumettre un décret au chef de l'État pour la création de 14 préfectures au niveau de la région administrative de Conakry. Donc désormais, vous aurez un préfet à Kassa, un préfet à Kaloum, un préfet à Matam, à Dissine, ainsi de suite jusqu'à Kabélé. Et ces préfets auront les mêmes attributions que les préfets de Moya, les préfets de Kankan, de Vérékoré, de Labé et de Boké. L'appel à manifester du SPPG a-t-elle été étouffé dans l'œuf? En tout cas, la maison de la presse, lieu de départ et siège du syndicat, a été croisillée par des pick-up de gendarmes dont la plupart étaient habillés en civil. 6 journalistes ont été interpellés et conduits à la gendarmerie territoriale de Madina. Vous allez le voir, des agents tentés par tous les moyens d'investir la cour bien que verrouillée. Amara Bangoura a vécu la scène. Sur ces images, des journalistes au cri d'impuissants face à l'interpellation des 3 de leurs confrères et leurs motos emportées. Finalement chassés puis poursuivis, ils se retrouvent dans la cour devant laquelle des gendarmes ont trouvé refuge. La scène se produit à la maison de la presse, lieu de départ du syndicat des journalistes pour la manifestation. Le portail verrouillé, les journalistes tentent de rouvrir, mais dissuadés. Non. Tant que vous êtes dans la cour, il y a une certaine franchise. Non, attendez. Mais écoute,
Quelques minutes après, l'on annonce l'interpellation de 2 autres journalistes dans les parages. Des gendarmes postés au portail utilisaient les journalistes déjà arrêtés pour avoir accès à l'intérieur. Ils viennent d'échapper de justesse à une tentative, de quoi révolter un membre du syndicat à ouvrir le portail pour personne. Personne n'a le droit d'ouvrir ici. Personne n'a le droit d'ouvrir ici. Non, s'il interpelle d'autres personnes de plus. Combien d'agents sont-ils postés là? Difficile de dénombrer car impossible est pour notre équipe de franchir le portail. Les consignes sont claires. Ne sortez pas là-bas. Si vous devez sortir, avisez d'abord. Pour l'instant, comme ils sont là, ils ont un dispositif sécuritaire. Dans la foulée, c'est un inconnu qui se présente et dit porter un courrier de la mairie de Ratoma pour le SPPG. Est-ce un agent pour piéger les journalistes ou un mandant communal? Le syndicat se montre catégorique. Vous ne connaissez pas le siège? Moi, je ne connaissais pas le siège. Un tel courrier, on a reçu les courriers de la commune de Kaloum, de la commune de Dixine. Attendez, on vous écoute. On a reçu les courriers de la commune de Kaloum, de la commune de Dixine, de la commune de Matoto. Il y a eu des décharges qui sont avec nous. On n'a pas reçu de courriers de la commune de Ratoma et de Matoto et de Matamatan. Ce qui fait dire que la manifestation ici, elle reste autorisée. Donc on ne va pas décharger le jour de la manifestation. Le courrier-réponse est rejeté. Le départ de son porteur a été aussitôt suivi par le départ d'un pick-up. Une situation assimilable à une séquestration. Nous sommes séquestrés, oui, nous sommes séquestrés parce que tout de suite, si nous ouvrons le portail, ces gens que je vois là, ils vont tous mettre main sur nous. Le syndicat à l'origine de l'appel à manifester est en retraite pour examiner la situation. Une déclaration est annoncée tard dans la soirée. Selon les dernières informations, 29 journalistes sont séquestrés et 9 autres interpellés pendant ce temps. Il faut rappeler que les 29 journalistes séquestrés à la Maison de la Presse ont finalement regagné leur domicile. Pour les journalistes arrêtés, ils passent selon nos informations leur première nuit en garde à vue et leur déposition sera transférée demain à la justice. Et parlant justement de cette manifestation, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD, a fait une sortie ce mercredi sur les médias d'État. Mory Condé a mis en garde les organisateurs de la manifestation contre toute violence qui surviendrait lors de la dite marche. Il a jusqu'à tenir des propos en menaçant les partis politiques et les associations qui sèmeront le trouble à l'ordre public de retirer leur agrément. Par ailleurs, il invite les acteurs au dialogue. Ibrahim Alassane Kamara. Dans sa sortie, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation se montre ferme. Mory Condé rappelle que le communiqué 012 interdisant toute manifestation sur les voies publiques reste en vigueur en Guinée. Tout individu qui violerait cette décision de l'État sera tenu responsable de ses actes, poursuit-il. Je rassure le peuple de Guinée de la détermination du gouvernement à mettre hors d'état de nuire ces individus et à poursuivre les auteurs et les commanditaires de tout acte de violence qui surviendrait suite à ces appels à manifester. Dans un contexte de crise où le pays a été frappé par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum avec des conséquences matérielles et humaines, Mory Condé estime qu'il faut cultiver la paix. Ainsi, il invite les acteurs concernés à œuvrer pour la paix et la quiétude sociale. Le gouvernement et toutes les structures de la transition encouragent le dialogue et la résolution pacifique des conflits par la concertation. À ce titre, j'invite chacun à s'engager dans des actions non violentes et à promouvoir des solutions constructives pour des problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre de l'Administration du Territoire menace par ailleurs de retirer les agréments des partis politiques, structures ou associations qui seront responsables des actes de violence ou de vandalisme. En application de la loi organique L 91-00D CTRN en date du 23 décembre 1991, portant charte des partis politiques en République de Guinée, de la loi 2005-013 AN en date du 4 juillet 2005, régissant les associations en République de Guinée, les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies suite à ces atteintes à la quiétude des citoyens, à des actes de vandalisme, subiront la rigueur de la loi et se verront appliquer les sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leur agrément.
Le gouvernement guinéen prend en témoin la communauté internationale quant à l'usage de pratiques appelant à la violence et la déstabilisation du pays à partir de l'étranger. L'audition des victimes du régime d'Alpha Condé se poursuit au tribunal criminel de Dixine. Ce jeudi, plusieurs d'entre elles ont été entendues par un juge d'instruction en compagnie de leur avocat. Ces victimes demandent une compensation financière des pertes qu'elles ont subies suite aux violences survenues sous le règne d'Alpha Condé. Mamadou Tanouba. Mamadou Falilou Diallo est l'une des victimes du régime d'Alpha Condé. En 2013, le contenu de sa boutique est vidé au grand marché de Madina par des contre-manifestants. Depuis ce jour, sa situation financière est devenue désastreuse. Ce matin, il est venu se présenter devant le juge d'instruction pour être entendu en compagnie de son avocat 11 ans après les faits. C'était l'an 2013, j'avais une kiosque au bord de la route au centre Faloulaye, un conteneur. Donc on avait de marchandises dedans. On a fait la vente, j'ai même oublié les jours, on est rentré à la maison. Maintenant le lendemain il y a eu des perturbations, on est venu trouver qu'il y a du pagaille dedans. On n'a pas pu même rentrer au marché là-bas. On s'est retourné par rapport à la grève. Après maintenant la nuit on est venu vers les 16h, 17h, on a trouvé que même les portes se sont emportées. Toutes les marchandises qui étaient dedans étaient prises par les individus. À l'époque j'avais à peu près 27 000 $. En ce temps, donc, j'ai quitté du voyage même, j'avais un peu vendu, donc il y avait j'avais un peu de marchandises dans le conteneur, mais des téléphones c'était un peu cher, il y avait beaucoup de marchandises dedans quand même. Maître Thierno Souleymane Baldé se dit prêt à mener le combat qu'il faut afin d'aider les victimes du régime d'Alpha Condé. L'idée c'est aussi de voir comment pouvoir aider ces gens-là, afin qu'ils puissent recommencer leurs activités pour pouvoir nourrir leur famille. Parce que c'est un drame humain assez considérable. Et ceux qui travaillaient là-bas, qui nourrissaient non seulement leur famille qui était à Conakry, mais aussi ceux qui sont au village, maintenant qui se retrouvent sans rien du tout, c'est assez dommage, c'est assez déplorable. Nous nous battons justement pour que la procédure puisse continuer, qu'au bout du compte, qu'on puisse avoir un procès juste équitable. C'est ça notre combat, et ce combat, nous le mènerons aussi longtemps que nous sommes vivants, que nous sommes ici. En attendant la fin de l'enquête préliminaire, ces victimes qui se chiffrent à des centaines continueront à défiler devant les juges d'instruction dans l'espoir de voir l'ouverture prochaine d'un procès contre l'ancien président Alpha Condé. Place à présent à la rubrique invité du journal et ce soir nous recevons M. Muntaga Keita, premier inventeur d'ordinateurs debout prospérant sur le continent africain, concepteur du drone agricole équipé de radars. M. Keita, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Première question, depuis 2013, vous êtes rentré en Guinée pour développer la technologie première création des ordinateurs debout made in Guinée. Comment l'idée vous est venue? Eh bien, très simplement, lorsque je suis rentré, au bout d'un certain temps, je commençais à m'ennuyer. Alors, je me suis dit, il faut bien occuper mon temps. Alors, j'ai commencé à étudier les petits problèmes que nous avons en Guinée, en Afrique. Je me suis aperçu que ce n'est pas le mental, ce n'est pas le cerveau qui nous manque. Ce n'est pas la technique au niveau cerveau qui nous manque. C'est plutôt les outils, des outils adaptés. Et la plupart du temps, nous avons des outils qui sont importés, qui ne sont pas tropicalisés. Alors j'ai pensé pour les étudiants maintenant, au lieu de faire une tablette et un étudiant, ce qui est très difficile, vu que les étudiants ont peu de moyens, je me suis dit si je fabriquais un ordinateur qui a à peu près la forme d'une borne, mais qui permettrait aux étudiants ou au public d'avoir accès à l'Internet. Des millions de personnes peuvent utiliser une même machine sans qu'elle ne se gâte. Donc c'est là que l'idée m'est venue et j'ai conçu le premier prototype et ça a marché. Vous êtes aujourd'hui un acteur majeur dans le domaine de l'environnement avec vos différentes créations et la dernière, c'est ce drone agricole équipé de radars et qui peut supporter jusqu'à 30 litres. Parlez-nous de cette création et de son fonctionnement. Alors c'est très simple. L'idée est venue dès 2019 lorsque nous avons reçu une grande délégation du vice-président de la Banque mondiale, M. Gana Mafez, qui était passé à Tulip Industries avec toute sa direction aussi, Afrique. Et ils nous ont évoqué les difficultés qu'ils avaient sur la digitalisation de l'agriculture en Afrique. Et là, nous avons, nous, à Tulip Industries, imaginé une solution, par exemple, pour l'agriculture.
automatiser certaines tâches qui sont un peu dures, des tâches qui sont très dangereuses, parce que la pulvérisation des pesticides, par exemple, sont des produits quelquefois très toxiques. Nous avons pensé à des systèmes où l'homme n'intervient pas beaucoup, où ce sont des robots volants qui le font. Donc, nous avons commencé un projet pilote dès 2020 avec 2 drones de 10 litres. Nous avons même fait des tests à Famoila. Nous avons amélioré encore. Et là, nous avons fait l'assemblage de plusieurs autres drones, mais des drones d'une capacité de 30 litres. C'est de l'assemblage que nous faisons parce que les matières premières, nous les procurons autour du monde. Les batteries qui viennent des États-Unis, d'autres moteurs qui viennent d'Asie ou autres. Nous faisons tout cet assemblage ici, les tests, et nous formons surtout les agents du ministère de l'Agriculture pour pouvoir faire ces services-là pour les citoyens. Idée innovante, mais que pensez-vous? Est-ce que vous pensez, qu'elle peut mettre fin au problème d'optimisation des rendements? Oui, effectivement. Ces machines ne sont pas là simplement pour dire « oui, nous avons digitalisé, oui, pour faire entre guillemets sexy ». Non, ce sont vraiment des robots volants qui permettent d'optimiser les rendements. Prenons un exemple. Lorsque des êtres humains, un groupe d'êtres humains, d'agents pulvérisateurs, lorsqu'ils peuvent faire 2 à 3 hectares maximum par jour, eh bien, tenez-vous bien, parce qu'un seul drone peut faire de 100 à 150 hectares jusqu'à 250 hectares le même jour. Alors, imaginez-vous 2 agriculteurs, un qui pulvérise de façon manuelle à l'ancienne, 2 hectares, et un autre qui utilise le drone. Celui qui utilise le drone aura fini son travail beaucoup plus rapidement, plantera beaucoup plus rapidement, avec l'épandage aussi qui peut être fait, des grains qui peut être fait par le drone, et bien, il sera beaucoup plus efficace. Au bout d'1 jour, 2 jours, il aura fini son travail, alors que l'autre agriculteur qui utilise le système traditionnel, il lui faut 1 à 2 semaines. Prix de la technologie par le forum de Bamako en 2021. Quelles sont vos perspectives pour 2024? La chose dans l'innovation, c'est que l'imagination n'a pas de limite. L'imagination, comme disait Albert Einstein, est supérieure à la connaissance. Les livres, le nombre de livres sur la planète est limité, mais l'imagination est illimitée. Nous avons d'autres technologies encore largement supérieures à ces drones agricoles, mais c'est petit à petit, parce qu'il y a un aspect aussi un peu commercial marketing, qu'il faut sortir ces innovations lorsque le temps est opportun. Si en 2019, un drone n'était pas encore opportun parce que la population ne connaissait pas du tout les drones agricoles, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont au courant de ces drones agricoles, de comment les utiliser, comment optimiser sa productivité. Donc, il y a beaucoup de technologies que nous avons, jusqu'à 9 autres technologies non divulguées encore, mais le temps doit s'y prêter. Tout est une question de temps et une question de lieu. Donc, en 2024, nous allons plus évoluer encore vers ces drones agricoles de 30 litres, former une 50aine d'agents du gouvernement encore pour, bien sûr, le MAGEL, pour pouvoir vulgariser ces technologies et offrir ces services aux populations locales. Ce ne sont pas les populations qui doivent acheter ces drones, mais c'est le gouvernement. En ce moment, nous travaillons justement sur un contrat pour pouvoir équiper plusieurs localités de ces drones, que l'agriculteur puisse appeler un numéro vert du MAGEL qui existe déjà, qui est là-bas, et qu'on puisse venir pulvériser leurs champs pour eux à moindre coût que d'habitude. Vous êtes à la tête d'une start-up depuis votre arrivée en Guinée. Dites-nous les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Eh oui, les entrepreneurs sont des gens qui souffrent énormément, mais les autres qui ne sont pas entrepreneurs peut-être ne le comprennent pas. Il y a toujours des difficultés au niveau des paiements, au niveau de l'exécution des décisions. Lorsque vous avez affaire à des privés ou même à des agences gouvernementales, c'est très très lent. Eh bien, il faut toujours s'adapter au rythme aussi du client. C'est à nous de nous adapter au rythme du client parce que bien sûr, eux aussi ont leurs contraintes. Donc, c'est à nous, entrepreneurs, de s'adapter. Donc, j'essaye de cultiver le plus dans mon esprit d'entrepreneur, l'esprit aussi de la patience. Comme on dit, en Occident, time is money. Eh bien, en Afrique, patience is money. La patience, c'est l'argent aussi. Merci, M. Keita, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le premier inventeur d'ordinateurs debout prospérant sur le continent africain, concepteur du drone agricole équipé de radars.
Sur un tout autre plan, depuis l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures à Dokaloum, les citoyens de la capitale guinéenne sont confrontés à un délestage récurrent du courant électrique. Dans certains quartiers de la capitale, cette pratique jugée ancienne refait surface, engendrant ainsi des conséquences, tandis que d'autres ne manquent pas d'électricité. Aïcha Kamara et Zenab Kamara, reportage. Le délestage électrique perdure toujours malgré la fin de la crise du carburant. L'électricité de Guinée, qui a mis cela à l'actif de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, dans un premier temps, n'arrive toujours pas à fournir normalement du courant électrique. Il est 11 h à Yimbaya, pas d'électricité depuis 7 h du matin. Une situation qui préoccupe Mariam Souma. Le problème d'électricité nous fatigue vraiment ces derniers temps. Ici, à Yimbaya Kankarefour, tous nos sources sont gâtés. Dès que le courant vient, on profite pour brancher nos congélateurs afin de pouvoir bien conserver nos condiments et autres. Mais cela ne suffit pas. Si certains quartiers baignent dans le noir, d'autres ont de l'électricité, comme ici au quartier Makiatouré, dans son salon de coiffure. Tidiane Bangoura mène à bien ses activités. Tout de suite. Moi, mon appel, c'est que je vais faire présent. Il n'a qu'à aider la population guinéenne. Cette interruption momentanée de la fourniture d'électricité sur une partie du réseau électrique à Conakry a des conséquences néfastes sur le quotidien des populations. Certains citoyens ne comprennent toujours pas cette fâcheuse réalité. Focus à présent sur le premier capitaine du Sili national à 85 ans, Dakim Bor Kamara, reste l'une des figures emblématiques de la première sélection de l'équipe guinéenne de 1960 à 1965. Bor et ses coéquipiers ont fièrement représenté les couleurs du pays dans les compétitions internationales. Retour sur un parcours atypique qui a fait rêver toute une génération. Mariama Boibari. Il a été le premier joueur du Sili national à porter le brassard de capitaine de l'équipe nationale guinéenne. Dakim Bor Kamara a aujourd'hui 85 ans. Malgré le poids de l'âge, il se souvient encore des années qui ont marqué sa vie et qui ont rassemblé les meilleurs joueurs des 4 régions naturelles de la Guinée. La première équipe, on a fait ça dans toutes les régions, de prendre tout partout des meilleurs joueurs de toutes les équipes, de former une équipe nationale. Non seulement j'étais le plus âgé, mais j'étais à l'époque un meilleur joueur. Allez, je ne peux pas me vanter, mais... Même s'ils n'ont pas remporté de trophée, Dakim Bor et ses coéquipiers ont durant 5 ans défendu avec fierté les couleurs de l'équipe nationale. À l'époque, c'était la discipline obligatoire. Tu veux ou tu ne veux pas. Si vous avez une rencontre, si c'est Touré vient de voir, quand vous jouez une équipe contre une équipe une nation là, il se présente et vous donne des conseils. On était obligé de jouer comme le maillot pour avoir la victoire. L'ancien capitaine du Sili de Guinée a encore son amour pour le football. Depuis sa retraite au sein de l'équipe en 1965, Dakim Bor Kamara suit avec intérêt le parcours du Sili national pendant toutes ces années. La figure emblématique du football guinéen se dit satisfait de la prestation des poulains de Kabadiawara à la Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire. Sauf que je vois maintenant l'entraîneur qui est actuel, c'est un bon entraîneur. Il a joué le Sili national, mais il a pris l'équipe nationale à main. Et vraiment, je suis très très content de lui jouer une équipe qui est redoutable comme le Cameroun. Et vous 9 contre 11 et vous avez résisté pendant
90 minutes, presque 90 minutes, hein, jusqu'à la fin. Dakimbor Kamara est encore l'un des rares joueurs de la première sélection du Sili national de Guinée encore en vie. Ce qui relance la question de la reconnaissance des personnalités qui, dans la plupart des cas, tombent dans les oubliettes. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.